Mars. Une destination qui fait rêver, et pourtant, cette planète est cauchemardesque. Aucune vie ne pourrait y survivre à sa surface. La température moyenne y est de moins 60 degrés, l'air y est irrespirable et sa pression 150 fois plus faible que sur Terre. Autrement dit, on ne peut pas y survivre sans combinaison spatiale. Et Mars, n'ayant pas de champ magnétique contrairement à la Terre, est bombardé par des particules solaires aussi dangereuses que la radioactivité. Et c'est sans compter les 6 mois qu'il faudrait pour s'y rendre. Mais l'humanité n'est pas du genre à reculer devant l'impossible. Et après la Lune, Mars est clairement notre prochaine destination. Mais alors, comment ira-t-on? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en regardant les projets de la NASA et également de SpaceX. Générique. Alors pour comprendre comment l'homme ira sur Mars, il faut comparer avec ce qui s'est fait dans le passé, à savoir pour aller sur la Lune. De 69 à 72, les 13 missions Apollo étaient à chaque fois faites d'un équipage de 3 hommes. Et quand je dis hommes, il s'agissait bien à chaque fois de mâles. À l'époque, les femmes étaient restreintes aux tâches subalternes. Parce que les tâches c'est pour les femmes? Oh le ringard! Pour emmener ces 3 hommes sur la Lune, il fallait 2 vaisseaux. Le LEM, qui sert à se poser sur la Lune avec 2 hommes à bord, et le module de commande, qui permet de faire le voyage aller et retour entre les 2 astres. Les 3 hommes sont coincés dans la capsule, et le reste, c'est du carburant. Et pour envoyer tout ça vers la Lune, il fallait une gigantesque fusée, Saturne V. Encore aujourd'hui la plus grosse fusée jamais construite, pesant plus de 3000 tonnes et dépassant les 110 mètres de haut. Un seul lancement suffisait à lui seul pour envoyer les 2 vaisseaux vers la Lune. Et il l'a rejoigné en combien de temps? Bon, à votre avis? 3 jours, peut-être 4. Moi je dis 6 jours. Eh bien c'était 3 jours pour la rejoindre, puis il se posait avec le LEM et restait en moyenne 2 jours sur place, et 3 jours de voyage retour, ce qui faisait en tout plus d'1 semaine de voyage. Pour aller sur Mars, le voyage lui se compterait en années. Le scénario privilégié est de 2 ans et demi, avec 6 mois de voyage aller, 1 an et demi sur la planète, et 6 mois de voyage retour. Eh bah, ça fait vachement plus loin que la Lune. C'est vrai. Si la Lune se trouve en moyenne 380 000 km de nous, Mars, elle, se trouve à 70 millions de kilomètres. C'est presque 200 fois plus loin. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Après 70 millions de kilomètres, c'est quand elle est au plus proche. Car tout comme la Terre, Mars fait le tour du Soleil. Mais étant plus loin, il lui faut 687 jours. Ce qui correspond à 1 an et 10 mois sur Terre. Et les 2 planètes sont alignées tous les 2 ans et 2 mois. Mais alors, pourquoi 2 ans et demi de voyage? Au départ, le vaisseau prenant élan sur la Terre ne peut pas partir en ligne droite. Pour rejoindre Mars, il doit viser l'endroit où elle se trouvera dans 6 mois. Par conséquent, il faut partir 6 mois avant que Mars ne soit au plus proche de la Terre. Au 6e mois, une fois sur place, il n'est pas possible de retourner sur Terre. Car vu qu'elle tourne plus vite autour du Soleil que Mars, la rattraper prendrait des années. Du coup, eh bien, on attend le 24e mois pour rejoindre la Terre en la laissant tout simplement nous rattraper. Voilà pourquoi le voyage vers Mars durerait aussi longtemps. Avec une mission aussi longue, il faudrait envoyer non pas 3 hommes, mais 6, pour qu'ils soient un équipage solide et avec une bonne cohésion. Et cette fois-ci la parité sera respectée, avec autant de femmes que d'hommes. Et pour réparer les injustices de l'histoire, ce sera une femme qui posera en premier le pied sur le sol martien. Réveillez-vous les filles, on va laisser les hommes sauver l'univers? C'est hors de question. Avec un équipage plus grand et un voyage bien plus long, il faudra des vaisseaux beaucoup plus gros. Le module orbital est le plus imposant.
il doit servir aux allers-retours entre la Terre et Mars. Le module destiné à se poser sur Mars, devant faire vivre l'équipage pendant 1 an et demi, devra être tellement gros qu'il pourra se poser sur la planète, mais il ne pourra pas en décoller. Du coup, il faut un 3e vaisseau qui sert uniquement à se poser et redécoller de la planète. Et pour que tous ces engins puissent rejoindre la planète rouge, il faut fabriquer une nouvelle fusée géante, tout aussi imposante que ne l'était Saturne V. C'est le SLS, ce qui signifie Système de lancement spatial. Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver celui-là. Mais malgré sa taille, cette fusée est incapable d'envoyer l'ensemble des vaisseaux vers Mars en un seul tir. Alors comment faire? La solution est de séparer les vaisseaux en morceaux. Chacun son tour, les morceaux sont chargés dans le SLS et envoyés en orbite terrestre où on les assemble un par un pour former un train spatial. Achevé, c'est l'orbiteur avec ses moteurs qui envoie l'expédition vers Mars. Il manque le module d'habitat. Alors lui c'est différent. Pour réduire les risques, on l'envoie sur Mars avant le reste de l'expédition. Et si, et seulement si, il réussit à se poser et qu'il est en capacité d'accueillir un équipage, alors l'expédition peut partir. C'est pourquoi commençons le voyage. L'équipage est amené à bord par l'intermédiaire d'une capsule Orion. Pour quitter la Terre, le vaisseau allume ses moteurs pour augmenter sa vitesse, puis les coupe. Et c'est parti pour 6 mois de transit vers Mars. Pendant une période aussi longue, les astronautes doivent principalement lutter contre l'absence de gravité et l'ennui. 3 heures de sport quotidien sont nécessaires pour maintenir le corps en forme. Cependant, ça ne résout pas tous les problèmes de santé. Une des solutions serait d'installer une centrifugeuse, permettant de produire une gravité artificielle, avec laquelle seulement 1 heure de sport quotidien suffit pour maintenir le corps en parfaite santé. Mais l'inconvénient est que ce type d'équipement prendrait beaucoup de place. Face à l'ennui, il n'y a pas de recette magique. Les 6 hommes et femmes se distrairont comme bon leur semble. Ce qui est primordial, c'est la santé psychologique de l'équipage. Pour la garantir, cela passe par une sélection des individus à qui on demande un mental d'acier et une excellente capacité à vivre en communauté. La qualité des repas est aussi un élément important pour le moral de l'équipage. Au bout de 6 mois, le vaisseau se retourne, allume ses moteurs pour ralentir et se mettre en orbite au-dessus de Mars. Les 6 occupants vont à bord du module d'atterrissage. Puis, ils se détachent pour rejoindre la surface. Le module orbital, lui, va rester au-dessus de la planète pendant 1 an et demi à les attendre. L'atterrissage sur Mars est le moment le plus dangereux de la mission. Il y est très difficile de s'y poser. En rentrant dans l'atmosphère, les frottements de l'air provoquent une surchauffe, de la même manière que lorsque l'on frotte sa main sur la peau. Alors imaginez, à plusieurs dizaines de milliers de km/h, la température dépasse les 1000 degrés. Pour protéger le vaisseau, il est équipé d'un bouclier thermique. En dessous de 3000 km/h, le bouclier thermique n'est plus utile et on s'en débarrasse. Et ce sont les parachutes qui prennent le relais pour le freinage. Cependant, ils ne suffiront pas. Car sur Mars, l'atmosphère est 150 fois moins dense que sur Terre. Et du coup, les parachutes ne peuvent pas ralentir la vitesse en dessous de 500 km/h. Pour terminer la descente, ce sont les moteurs qui prennent le relais pour arriver en douceur jusqu'au sol. Sur place, l'équipage retrouve le module d'habitat avec la certitude qu'il est en capacité de les accueillir. Celui-ci est arrivé 2 ans plus tôt et s'est posé de la même manière. Il a utilisé un bouclier thermique, ralenti avec des parachutes et atteint le sol avec ses moteurs. Sauf que lui, ses moteurs et le carburant sont placés en haut pour des raisons pratiques. Cela permet de dégager de la place en dessous pour mettre du fret, comme un astromobile par exemple. Une fois le fret déchargé, le module s'abaisse au niveau du sol.
ce qui permet d'avoir un habitat de plein pied, évitant l'utilisation d'une échelle. Au quotidien, c'est mieux. Pendant les 1 an et demi au sol, l'équipage devra assurer sa survie. L'alimentation électrique passera par des panneaux solaires. Ou encore un RTG, qui n'est autre qu'une grosse pile nucléaire. L'astromobile, lui, leur permettra d'explorer la surface jusqu'à une distance d'environ 100 km. L'objectif ultime de l'exploration martienne est de trouver des traces de vie. Et elle peut se cacher dans le sol, dans des nappes souterraines d'eau liquide. Et pour le vérifier, il faudra forer. Cependant, faire cette recherche par des humains peut être dangereux. On ne sait pas quel danger peut représenter une vie inconnue. Mais surtout, on pourrait nous-mêmes avec nos propres microbes contaminer ces formes de vie et ainsi prendre le risque de les détruire. C'est pourquoi cette recherche doit se faire avec la plus grande prudence et au final, laisser ce travail à des robots. Après 1 an et demi passé au sol, l'équipage retourne dans le module d'atterrissage pour quitter la planète. Les réservoirs du premier étage étant vides, il décolle juste avec le deuxième. En orbite martienne, le module rejoint l'orbiteur qu'il a attendu là-haut pendant 1 an et demi. L'équipage retourne à bord. Puis, ils repartent, et sans le module. Cela leur permet d'être plus légers, et donc d'aller plus vite, et ainsi de faire le voyage retour en 6 mois. En arrivant sur Terre, le vaisseau allume ses moteurs et ralentit pour se mettre en orbite autour d'elle. Puis c'est une capsule qui vient récupérer l'équipage pour ensuite les ramener sur Terre. Dans le cadre d'une nouvelle mission, le module orbital peut être réutilisé, à condition de re-remplir les réservoirs. Et le module d'habitat resté sur Mars peut lui aussi resservir. Il n'y aurait que le module d'atterrissage à reconstruire à chaque mission. Ça, ce sont les missions martiennes telles que l'envisage la NASA. Mais récemment, il y a un nouveau projet qui est apparu, c'est celui de SpaceX. Alors chez SpaceX, tout est beaucoup plus simple. On a un seul vaisseau qui sert à la fois au voyage et au séjour sur Mars. C'est le Starship, un vaisseau de 52 mètres de haut, 1200 tonnes et 100% réutilisable. Et pour rejoindre l'espace depuis la Terre, il a un booster, le Super Heavy, faisant 70 mètres, pesant 3800 tonnes et lui aussi 100% réutilisable. Une fois assemblé, l'ensemble mesure plus de 120 mètres de haut et pèse 5000 tonnes, ce qui en ferait la plus grosse fusée de tous les temps. Alors, comment rejoindre Mars? La fusée décolle. Aux portes de l'espace, le booster se détache et utilise le carburant qui lui reste pour retourner se poser à son point de départ. Le Starship, lui, utilise ses moteurs pour rejoindre l'orbite terrestre. Et il n'ira pas plus loin, car tout son carburant a été utilisé. Pour rejoindre Mars, il faut le ravitailler en carburant. Mais comment? Pour ça, on envoie un Starship ravitailleur, dont les réservoirs occupent la totalité du vaisseau. On le charge sur le booster, à qui on a refait le plein, et de la même manière, on l'envoie rejoindre l'autre vaisseau en orbite. Le vaisseau ravitailleur s'accroche au vaisseau habité. Il lui transfère le carburant qui lui reste, puis il se détache et retourne se poser sur Terre, où il pourra servir à d'autres ravitaillements. Le Starship, lui, a maintenant assez de carburant pour aller sur Mars. Et là aussi, le voyage se fait en 6 mois. Pour se poser, il utilise un bouclier thermique pour résister à l'entrée dans l'atmosphère et n'utilisant pas de parachute, il termine sa descente avec ses moteurs. Une fois sur Mars, grâce à son espace cargo, il peut déposer du fret au sol et également les hommes pour explorer la planète. Seulement, il y a un problème.
Le vaisseau a consommé tout son carburant pour venir ici et se poser. Les réservoirs à vide, comment retourner sur Terre? La solution que voudrait utiliser SpaceX serait de faire le plein sur place, en récupérant le méthane et l'oxygène dans l'atmosphère martienne. Le plein terminé, le vaisseau peut redécoller et retourner sur Terre. Là aussi, en 6 mois. À l'arrivée, le Starship se pose exactement de la même manière que sur Mars. Et l'avantage, c'est qu'il pourra être réutilisé pour d'autres missions. Au final, le Starship offre une architecture beaucoup plus simple. Et il peut servir à d'autres missions, comme du cargo. Et il peut faire un aller-retour Terre-Lune avec un seul ravitaillement. Aujourd'hui, ces différents programmes de conquête martienne sont plus ou moins entamés. Cependant, de nombreuses difficultés demandent à être résolues pour permettre un tel voyage. Et la date du départ semble encore bien lointaine. Même si chez SpaceX, on parle de 2026 et de 2033 pour la NASA. Mais il est bien plus probable qu'il faudra attendre les années 2040 pour y assister. En plus de la difficulté technologique, s'ajoute le coût financier d'une telle mission. Un seul voyage coûterait La somme d'1 million de dollars. entre 10 et 100 milliards de dollars, soit le prix de 50 porte-avions Charles de Gaulle. Eh ben, c'est une somme astronomique. Ça vaut le coup de gaspiller tout ce pognon. Eh bien oui. La conquête spatiale entraîne de telles innovations technologiques qu'elles peuvent avoir des répercussions considérables dans notre quotidien. Par exemple, c'est grâce aux missions Apollo qu'a été inventé le logiciel informatique. Et on voit la place qu'il occupe aujourd'hui dans nos vies. Donc imaginez ce que pourrait nous offrir une mission martienne. Si l'humanité n'était pas pourvue de la curiosité qui la caractérise, nous ne serions peut-être jamais descendus de notre arbre. Préférez la curiosité aux préjugés. À la prochaine.